On parle souvent d'inflation, mais savez-vous précisément de quoi il s'agit? Avez-vous déjà remarqué en faisant vos courses que lorsque vous achetez votre paquet de pâtes favoris, son prix a tendance à augmenter au fil du temps? Et comme cela s'observe sur presque tous les produits, eh bien c'est l'addition entière qui augmente. Et ça ne se limite pas aux achats en supermarché. C'est pareil si vous achetez des produits plus durables comme un canapé ou surtout des services comme une coupe chez le coiffeur ou un repas au restaurant. La plupart des prix augmentent. Eh bien ceci est dû à l'inflation. L'inflation, c'est la hausse durable du niveau général des prix, des biens et des services qui se traduit en une baisse du pouvoir d'achat de votre argent. Quand l'inflation augmente, chaque euro que vous possédez permet d'acheter moins de biens et services qu'avant. Mais au fait, comment mesure-t-on l'inflation? En France, c'est l'INSEE qui s'en charge, en calculant l'indice des prix à la consommation. Cet indice repose sur un panier de biens et services représentatif de la consommation des ménages. Il contient des milliers de références, des produits alimentaires, des vêtements, des dépenses liées au logement, aux loisirs, au transport, à la communication ou des dépenses d'énergie et bien plus encore. L'INSEE relève mensuellement les prix des produits qui composent ce panier. Ce sont des millions de relevés sur le terrain ou sur Internet qui sont pris en compte. Plus un produit est consommé par les ménages, plus l'évolution de son prix pèsera fort sur celle de l'indice. Par exemple, l'évolution des prix des légumes, achetés souvent et en nombre, pèsera plus dans l'indice des prix que l'évolution du prix d'un meuble ou d'une voiture dont l'achat est beaucoup moins fréquent. Et pourtant, on a parfois l'impression que l'inflation que l'on ressent est bien plus forte que ce que dit l'indice des prix. C'est parce que le panier de biens observé par l'INSEE représente une consommation moyenne. Or, chaque personne a ses propres habitudes et donc son propre panier de biens et services consommés. Par exemple, imaginons qu'un ménage consacre 20% de son budget à ses dépenses alimentaires, alors que ce poste ne compte que pour 15% dans l'indice des prix. Si les prix alimentaires augmentent fortement, l'inflation ressentie par le ménage sera plus forte que celle mesurée par l'INSEE. Mais alors, pourquoi mettons autant de soin à bien mesurer l'inflation? Tout d'abord, parce que c'est indispensable au pouvoir public et aux autorités monétaires pour évaluer la situation économique et y répondre si nécessaire. Ensuite, l'indice des prix sert pour de nombreuses indexations, comme par exemple les revalorisations du SMIC ou du taux du livret A. Enfin, c'est parce qu'il faut éviter deux situations particulièrement préjudiciables. Tout d'abord, une inflation trop forte qui risque de restreindre la croissance à long terme. Du côté des ménages, on l'a vu, à revenus inchangés, l'inflation réduit le pouvoir d'achat. Une forte inflation réduit donc la consommation. De plus, l'inflation affecte différemment les ménages selon leur niveau de revenus ou la structure de leur consommation. Toutes les configurations sont possibles. En effet, réduire ses dépenses pour un ménage modeste est bien plus difficile que pour un ménage aisé. Le ménage à faible revenu ne va pas arrêter de se nourrir, de payer son loyer ou de se déplacer et dispose de peu d'épargne pour l'aider à boucler son budget. A l'inverse, les ménages aisés peuvent plus facilement s'ajuster, même à revenus inchangés. Ils peuvent réduire leur consommation de biens et services moins essentiels, comme les loisirs, ou puiser dans leur épargne pour compenser la baisse de leur pouvoir d'achat. Du côté des entreprises, une inflation trop élevée crée de l'incertitude sur l'avenir, ce qui tend à repousser les décisions d'investissement. Deuxième situation préjudiciable à éviter, encore pire que la première, la déflation. Il ne s'agit pas que d'un simple ralentissement de l'inflation, qu'on appelle désinflation, mais d'une baisse durable et auto-entretenue du niveau général des prix, autrement dit, des taux d'inflation négatifs. Les ménages vont reporter leurs achats parce qu'ils pensent qu'acheter demain sera moins coûteux qu'aujourd'hui. Ce comportement généralisé conduit à baisser la consommation globale. Cette baisse de la consommation pousse les entreprises à réduire leur production, leurs investissements, les salaires, les embauches, ce qui augmente le chômage et finit par affecter le revenu des ménages, qui vont encore moins consommer. La baisse de la demande fait encore baisser les prix. On entre dans un cercle vicieux. C'est la dangereuse spirale déflationniste comme l'Europe et les États-Unis l'ont connue pendant la crise des années 30. Si la déflation est tant redoutée, c'est parce qu'il est difficile d'en sortir. En effet, les autorités monétaires et les gouvernements doivent réussir à convaincre les agents économiques que la baisse généralisée des prix va s'arrêter. Pas facile,
lorsque l'économie est en pleine crise. Mais alors, quelle est la meilleure situation? Eh bien, il faut une inflation modérée et stable. L'objectif généralement poursuivi par les banques centrales des économies avancées est de cibler une progression de l'inflation de 2% par an sur le moyen terme. Mais pourquoi 2% et pas 0%? Parce que 2% d'inflation annuelle permet de créer des conditions favorables pour la croissance économique en permettant l'investissement et l'épargne tout en se tenant suffisamment éloigné du risque de déflation. En zone euro, maintenir la stabilité des prix, en d'autres termes, sauvegarder la valeur de l'euro, c'est bien la mission principale de la BCE, la Banque centrale européenne.